Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble la vidéo donc de la chaîne Farida Nabourema, intitulée «La France monopolise 90% du marché des manuels scolaires en Afrique». Donc cette vidéo va parler du système scolaire, notamment les manuels scolaires. Mais cette vidéo, je vous la partage parce que et elle évoque quand même, quelque chose de beaucoup plus profond que juste les manuels scolaires. Hem et donc cette personne-là va en parler, mais je trouve que c'est des informations qui peuvent passer inaperçues, pour des personnes qui n'ont peut-être qui ne sont pas suffisamment renseignées et donc c'est ce que je voulais faire dans cette vidéo-là. Donc mettre en exergue, donc souligner en fait les choses qui ne sont pas sur lesquelles il ne va pas insister, mais qui doivent être remarquées et donc c'est la raison pour laquelle je partage cette vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire et je vous attends dans les commentaires et partagez au maximum pareil, à chaque fois. Pour qu'on s'informe parce que la première chose, c'est l'information, c'est une arme et on va utiliser cette arme-là parce qu'elle est gratuite. Heu, Parfois, on n'y a pas accès, mais on peut avec en cherchant un peu, on peut trouver ces armes-là, donc partageons ces armes-là et donc pourquoi je partage cette vidéo? Donc vous savez qu'aujourd'hui, on arrive dans un ère où on ne veut plus blâmer les occidentaux, on ne veut plus dire que les occidentaux nous empêchent d'avancer. On demande à quelque part, on demande alors, il y a quand même cette pensée que les Africains doivent eux-mêmes prendre les choses en main. Voilà et heu et je suis voilà, c'est par exemple, c'est ce qu'on comprend, c'est le message qui est véhiculé par exemple par, la chaîne Investir au pays de Philippe Simon, une personne que je suis beaucoup, je suis beaucoup de ses vidéos, très intéressant, très formateur et donc moi je suis aussi d'accord avec cette pensée-là qui est la pensée actuelle. Donc aussi on peut évoquer, comme je le vois, l'investisseur africain, donc lui aussi qui a quand même cette philosophie de pensée et qui fait des choses, voilà. C'est des personnes, là je viens de citer que 2 mais il y en a plein d'autres qui font des choses, c'est juste que eux c'est probablement l'un des plus connus. Mais, donc il y a on est dans cette terre-là où tout le monde, tous les Africains se disent: «On va prendre les choses en main». Seulement voilà et c'est la chose qui va être surlignée dans cette vidéo, c'est qu'il y a quand même derrière des systèmes qui sont en place et qui, qu'on le veuille ou non, viennent nous ralentir quand même. Nous alors qu'on essaie d'avancer, de nous retenir, de nous maintenir, dans cette, situation, dans la situation actuelle et c'est ces choses-là qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, si vous êtes pas d'accord, il y a pas de souci, si vous êtes d'accord, bah, vous allez le voir. Si vous êtes pas d'accord, je vous demande de regarder un peu ce qu'il va dire. Je vais surligner ces choses-là et on va tous les comprendre ensemble. On va voir, donc je pense que cette vidéo elle est très, très importante. Heu, des choses Elle va évoquer ces choses-là, mais je pense que ça mérite d'être surligné un peu plus parce que, si on n'a pas suffisamment d'informations, on peut passer par-dessus. On peut se dire: «Ah, elle parle juste de livres», mais en fait ici, je pense il s'agit pas vraiment des manuels, scolaires, il s'agit du système qui est derrière. On va écouter, je vais mettre en accéléré. Si vous avez du mal à suivre, il y a pas de souci, je mettrai les liens dans la description, donc vous pouvez aller, hem, écouter la vidéo tranquillement et donc on va commencer, on va voir ce qu'il dit. Le côté éducation. Pour la plupart de nos pays, eh bien, les programmes scolaires n'ont pas été décolonisés. Ça, nous le savons très bien, c'est un débat que nous aurons une prochaine fois. Mais contentons-nous tout simplement du système éducatif tel qu'il est présentement. Est-ce que vous savez que pour les anciennes colonies françaises, les pays africains dits francophones, le Togo, le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, Mali, Niger, Tchad, etc., 90% des manuels scolaires dans nos pays viennent de deux compagnies françaises. 90%. Ce ne sont pas des chiffres que je donne au hasard, ce sont des données de la Banque mondiale. 90% des manuels scolaires dans nos pays, que nous utilisons dans nos pays, sont non seulement produits par des deux maisons d'édition françaises, mais sont imprimés en France. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 60 ans que nous sommes soi-disant indépendants. 90% de nos manuels scolaires viennent de la France. Ces deux maisons d'édition sont Edicef, qui appartient à la compagnie française Hachette, et la compagnie d'édition française Hati. Le livre Mamadou et Bileta, que nous tous connaissons dans ces pays disant francophones, sont produits en France, écrits par les Français pour les Africains. D'abord, dans la composition des manuels scolaires. Alors, rien qu'à ça, en fait, ce qu'elle a utilisé comme phrase d'accroche, c'est que 90 des livres africains sont imprimés et édités, même les programmes sont sans doute, heu,
pensée par les Occidentaux pour les Africains. Et donc rien que ça, c'est un sujet, certes, mais on peut se dire on peut se dire, où est le mal que ce soit imprimé ailleurs? Ils peuvent y avoir des raisons pour de faire imprimer de faire en fait, le travail en extérieur. Bah, c'est le cas par exemple, bah, on sait tous qu'aujourd'hui beaucoup de choses sont externalisées, même en Europe, hein, il y a beaucoup de choses qui sont faites en fait en Chine au lieu d'être fait en France et il y a des raisons derrière, souvent financiers. C'est beaucoup plus avantageux de faire imprimer, enfin de faire travailler, heu, des personnes asiatiques que les Européens parce que ça coûte plus cher. Donc il peut y avoir une explication, ça reste pas moins mal puisque, bah, ça fait mal aux pays en fait qui exportent ces travaux-là, ce travail, voilà, ça fait mal à ce pays-là, mais on peut comprendre pourquoi c'est en place. Mais là, je veux dire que ce point n'est pas du tout valide dans ce cas-ci puisque il est impensable que la main-d'œuvre française soit moins chère que la main-d'œuvre africaine. Donc cette situation n'est pas propre qu'en Afrique, le fait d'exporter le travail, mais ça reste un problème. Mais je pense que c'est pas le problème principal dans cette vidéo et on va continuer à voir, je voilà pareil, il en parle, juste il insiste pas dessus et des personnes qui n'ont pas les bonnes infos peuvent passer par-dessus et c'est pour ça que je passe derrière la vidéo, mais elle fait très bien le travail et sa vidéo elle est parfaite, je ne critique pas ce qu'elle a fait. Simplement j'aimerais rajouter des choses. Surtout en ce qui concerne la lecture. Vous allez trouver des livres comme mon premier livre de lecture, mon deuxième livre de lecture, études et développement, etc. Et dans ces livres qui sont africanisés, vous allez voir des noms africains comme Mamadou, Bineta, Fanta, Kodjo, Afi, Kweku, et vous penseriez que ce sont des livres qui ont été écrits par des Africains, mais non. Ce sont des Français qui ont été envoyés en Afrique, qui ont observé notre culture et qui ont écrit leur interprétation de notre culture dans des manuels scolaires. Ce qui veut dire que nos enfants à l'école lisent l'interprétation que font les auteurs français de notre culture africaine. Alors on voit des textes comme Babalo et Afi vont au marigot et Kodjo et Koku vont au champ. C'est la lecture de la culture africaine par les Français que nous étudions. Mais, comme je l'avais dit, cette conversation aujourd'hui ne porte pas sur le contenu. Parlons tout simplement du côté économique et financier. Voilà donc, voilà ce qu'il dit, hein, enfin il le dit, moi je veux juste que ça soit compris. En fait, ce qu'il dit, c'est que ce qu'il vient d'évoquer là, c'est un problème. C'est-à-dire qu'un programme africain doit être fait par des Africains, même au niveau local, j'ai envie de dire. Enfin local dans le sens, par pays, en fait. Parce qu'on a parlé même parce qu'il faut savoir, c'est que du coup, le programme, quelque part, heu, quelque part, crée les hommes de demain, les Africains de demain. Donc c'est important que le programme soit pensé pour les Africains et qu'il amène les Africains vers où ces pays veulent aller, d'accord? Et heu et voilà, donc ça, c'est déjà un problème, le fait que c'est pas fait par les Africains parce que du coup, le programme va orienter les personnes qui suivent ce livre vers une direction, bah, de l'éditeur, simplement et c'est toujours, c'est toujours le cas quand on écrit un livre. Quand un auteur écrit un livre, il veut t'amener vers une direction et tu suis la direction jusqu'à voilà, il t'amène jusqu'au dénouement de son histoire et c'est d'autant plus grave que, bah, les occidentaux ne connaissent rien sur l'Afrique, il faut dire la vérité. Un occident peut pas venir, combien même il passerait des années, en Afrique, il suffit pas de passer 1 an ou 2 en Afrique pour comprendre la situation en Afrique, pour pouvoir, et c'est ce qui se passe et c'est ce qui se passe souvent avec, surtout avec les écrits. Vous connaissez l'enquête qui a été faite, sur le génocide Rwanda, par exemple? Donc c'était une enquête qui a été faite par les Français. C'est-à-dire qu'ils ont pris des experts français qui sont descendus sur le terrain pour faire une enquête. C'est quoi? Il y a pas d'historiens rwandais? Au moins des historiens qui sont très proches qui sont dans cette région-là, qui connaissent un peu l'histoire. Il suffit pas tu peux être un expert, il y a pas de souci, mais pour être un expert, il faut avoir travaillé sur le sujet pendant plusieurs temps. Il suffit pas d'être un historien pour être un expert sur l'histoire du Rwanda, en fait. Si tu es un historien, sur l'Égypte, tu vas être expert sur l'Égypte, tu vas pas être expert, sur la France. En tout cas, là, il y a ce problème-là. Mais pareil, ce qu'il dit là, c'est que ça, c'est pas le problème. Il y a un problème, beaucoup plus difficile à résoudre. Selon l'UNESCO, 15% du budget alloué à l'éducation dans les pays d'Afrique francophone, les pays anciennes colonies françaises, car j'aime pas trop les termes francophones, 15% du budget de l'éducation de nos pays est alloué aux manuels scolaires. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les manuels scolaires dans nos pays sont tout simplement subventionnés. Vous savez, l'une des critiques que les personnes qui sont tombées dans le piège
budget alloué à l'éducation dans les pays d'Afrique francophone, les pays anciennes colonies françaises, car j'aime pas trop les termes francophones, 15% du budget de l'éducation de nos pays est alloué aux manuels scolaires. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les manuels scolaires dans nos pays sont tout simplement subventionnés. Vous savez, l'une des critiques que les personnes qui sont tombées dans le piège mercantiliste, capitaliste américain. Ce chiffre quand même paraît énorme, énorme, 15% du budget de l'éducation. Il faut savoir que ce budget-là, c'est celui qui est censé construire des écoles, équiper des écoles et délivre du papier. Ça représente 15% du budget. Alors du papier, aussi, il faut payer les personnes qui écrivent les programmes et tout ça, mais ça fait beaucoup. 15% de tout le budget de l'éducation, ça fait beaucoup. Et c'est là que je disais avant, c'est que ça fait beaucoup, surtout aussi parce que c'est produit en France. C'est produit en France, c'est-à-dire qu'il faut payer la main-d'œuvre française, qui est nécessairement 10 fois, 100 fois plus chère qu'une main-d'œuvre africaine. Et voilà, 15% du budget de l'éducation dans les livres manuels. Pas dans le meublier, dans le meuble, dans tout ce qui est utilisé dans les classes, non, non, dans les livres, rien que les livres. Et après, derrière, on comprend pourquoi, voilà, les écoles, ils sont dans un sale état, voilà. Bon, enfin bon, on va continuer. Occidentales produisent aujourd'hui, c'est de balayer du revers de la main toutes les critiques des militants panafricanistes en faisant passer les Africains pour des paresseux, les Africains comme étant les seuls responsables de leurs problèmes, une situation qui dédouane donc les pays occidentaux, qui aide le narratif occidental en leur faisant croire qu'eux n'ont rien à voir avec notre situation, nous sommes maîtres de notre destin, maîtres de nos malheurs, les seuls responsables de nos malheurs. Bien sûr, je ne nie pas notre implication dans ce qui nous arrive, mais ce serait donc tout simplement irresponsable et c'est un déni et une négation de ne pas reconnaître le rôle principal que joue dans le sort des pays africains. Alors pour revenir à l'argument que je voulais donner, à ce que je voulais dire quand je disais que l'une des critiques que les personnes qui sont tombées dans le modèle soi-disant mercantiliste occidental promeuvent en nous faisant croire qu'avec l'entrepreneuriat, nous aurons une solution à tous les problèmes de l'Afrique, eh bien, si ces personnes entendent ce que je dis, ils vont dire, qu'est-ce qui empêche les Africains de produire le manuel scolaire? C'est pas aux Blancs de tout faire pour vous. Pourquoi est-ce que vous n'allez tout simplement pas créer vos propres manuels scolaires? Il suffit que vous mettez sur place des maisons d'édition, et donc vous commencez par imprimer des livres, et voilà, mais pourquoi vous vous plaignez? Est-ce que ce sont les Français qui vous ont forcé à aller commander 90% de vos manuels scolaires en France? Eh bien, la réponse est oui. Et je vous dis... Voilà, et en fait, ce discours, il vient de dire donc pourquoi vous allez pas imprimer, pourquoi vous ne mettez pas en place une imprimerie vous-même et vous imprimez votre propre papier. Ça, c'est un discours typique que, par exemple, Philippe Simon peut avoir, d'accord? Et il n'a pas tort de l'avoir, simplement. Voilà, je pense qu'on reconnaît ce discours-là, ce qu'il vient de dire, on reconnaît ce discours dans Philippe Simon et dans d'autres investisseurs africains, et voilà. Et, et ils ont raison, et quelque part, ils ont tort. Ils sont tort. Ils ont raison parce que oui, il faut que les Africains fassent ça, et ils ont tort parce que il y a des choses qui empêchent les Africains de le faire. Et c'est ce qu'il va dire ici. En quoi est-ce que cette réponse est oui? Est-ce que vous savez qu'à cause de la situation économique de nos pays, l'éducation est plus ou moins subventionnée par l'État? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Les manuels scolaires que nous utilisons dans nos pays, nous ne les achetons pas au prix auquel nos États les ont achetés pour les distribuer sur nos marchés. Quand vous achetez les livres Siam, livres de physique, du Lando, premier livre de lecture, abécédaire, etc., dans les librairies, vous pensez que c'est le prix auquel ce livre a été produit ou bien le prix auquel il est vendu par son éditeur. Ce n'est pas le cas. Quand vous achetez votre manuel scolaire à 5 000 francs pour votre fils, sachez que l'État l'a acheté à plus du double de ce prix et l'a subventionné. C'est l'État qui est l'importateur principal et les librairies locales s'approvisionnent chez l'État. Alors, ces manuels scolaires sont subventionnés par l'État. Et comment est-ce que l'État trouve l'argent pour subventionner nos manuels scolaires? Par les prêts que nous donne la Banque mondiale. Et c'est là que le problème commence. C'est là le début de tous les problèmes. Premièrement, les Africains demandent un crédit à la Banque mondiale. Jusqu'à là, on part dans une mauvaise direction. Parce qu'ils demandent un crédit à la Banque mondiale pour financer des livres scolaires, du papier et un programme. Quand on prend un crédit à la Banque mondiale, et même quand on prend un crédit en général, c'est pour financer des choses qui coûtent tellement cher qu'on n'a pas le budget pour. D'accord? Qui coûtent tellement cher qu'on n'a pas le budget pour. Et les pays africains, voilà, je pense qu'ils ont des imprimeries, ils ont du papier, ils ont des experts, ils peuvent financer eux-mêmes, ils peuvent eux-mêmes, justement en employant les Africains, ils peuvent eux-mêmes produire leurs propres livres. Mais ils prennent un crédit, c'est un choix financier, pourquoi pas, ils prennent un crédit. Ça commence mal, on peut prendre des mauvais, des bons crédits, il n'y a pas de souci. Ils prennent un crédit, ça va. Mais non, le plus grave, c'est que ces prêts ne sont même pas virés sur nos comptes, où la Banque mondiale dit on donne un prêt de 200 millions d'euros pour subventionner ces manuels scolaires pour 2024. Non. La Banque mondiale paye directement la maison d'édition française. Et c'est là le problème. Et ça, c'est
c'est le problème aussi avec le franc CFA, par exemple. C'est le problème, heu, qui est c'est le système qui a été mis en place par les colons quand ils ont décidé de donner l'indépendance. Alors décider non, mais quand ils ont, c'est ce qui a été négocié quand ils ont quitté les pays qui étaient colonisés à cette époque-là. Donc tous ces pays-là ont mis de leur vers, 1960, parce que tous ces pays-là, ils ont tous acquis l'indépendance au même endroit, voilà, au même moment, à croire que voilà, tout le monde, tous les Africains se sont mis ensemble pour demander l'indépendance. Bon, quoique ils ont demandé depuis, mais en tout cas, voilà, ça a été négocié. C'est ce qui a été négocié, par exemple, avec le franc CFA, c'est que tous les échanges qui sont faits, tous les échanges qui sont faits, ça passe par les colons. Et le problème, et c'est le problème avec le franc CFA, c'est que on demande un crédit, on demande de l'argent, ou on va percevoir de l'argent d'une institution étrangère, donc avec des devises, avec les devises, sauf qu'on ne reçoit pas les devises. Et là, c'est le plus gros problème qu'il y a avec le franc CFA, et c'est le plus gros, et c'est pour ça qu'il faut, quitter le franc CFA. Et parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est c'est ton pouvoir d'achat. C'est ton c'est la monnaie d'échange, oui, c'est pour pouvoir négocier avec ce pays. Heu, si les Africains, on leur donne 20 millions, par exemple, 20 millions de dollars, mais qu'ils n'ont pas les 20 millions de dollars, demain quand tu vas acheter aux États-Unis, ils vont faire comment? Ils ont pas les 20 millions de dollars, ils les ont jamais eu. Comment ils vont faire? Ils vont donner les francs CFA, mais les États-Unis vont jamais accepter. Or, s'ils avaient reçu les 20 millions de dollars et qu'ils avaient dans leur poche, la prochaine fois qu'ils auraient envie de faire des affaires avec les États-Unis, ils feraient quoi? Bah, ils feraient les affaires en dollars qu'ils ont. Mais c'est ça le problème avec le franc CFA, c'est que les Africains ne touchent jamais les devises. Et en fait, sans les devises, la prochaine fois où les Africains veulent aller demander des choses, aller acheter des choses ailleurs, ils doivent passer par les colons. Et c'est les colons qui décident combien ils leur donnent, bref, c'est un bourbier. Et là, ça ne prend pas en compte le fait que les pays africains doivent payer une grosse somme, une grosse partie, 50%, je vois, 50% doivent aller aux colons. Voilà. Et, et donc, c'est la première chose, c'est qu'ils ont pris un crédit. À la limite, pour un crédit où ils n'avaient pas besoin, c'est pas grave. Mais là, le problème, en fait, c'est ça le début du problème, c'est qu'ils ne touchent jamais les aides. Non, c'est même pas les aides. Ils ne touchent jamais le crédit. Ils ne le touchent jamais. Et, et parce qu'ils ne le touchent jamais, qui décide d'aller donner de l'argent directement aux maisons d'édition françaises? Mais on va continuer la vidéo. Je vais pas prendre de l'avance dessus. Et la maison d'édition française livre la commande de nos pays. Imaginez des millions d'élèves qui lisent ces livres. Donc l'État subventionne notre consommation de ces manuels scolaires pour qu'ils puissent être moins chers à la portée des citoyens. Et cette subvention se fait par des prêts. Ce qui veut dire que depuis 60 ans, nous remboursons des prêts pour subventionner des manuels scolaires que les maisons d'édition françaises produisent, vendent à un prix surestimé, avec aucune compétition. Vous savez, j'ai travaillé dans le système éducatif américain pendant 4 années avant de quitter les États-Unis. Voilà, donc le système, c'est quoi? Le système, c'est les pays africains s'endettent ne re- en prenant des crédits qui touchent jamais. Et c'est les colons qui vont décider comment les Africains dépensent, où ils dépensent. Parce que je peux te dire que c'est pas là. Je pense qu'il y a très peu de chances que les Africains aient eu leur mot à dire sur quelle maison va imprimer leur livre. Et, c'est ça le problème avec c'est ça le système, c'est un des plus gros systèmes qui est en place en Afrique et qui empêche les Africains d'avancer, c'est ça. Et va dire comment ça va impacter ensuite l'investisseur lambda plus tard. Voilà. Le fait que les pays africains ne touchent jamais les devises pour pouvoir justement derrière commercer plus tard, ils touchent jamais les devises. Et quand ils ont besoin des devises pour aller commercer, parce que tu en as besoin pour aller commercer. Quand tu vas voir avec la Chine, il faut que tu leur présentes la monnaie chinoise. Quand tu vas parler avec les Américains, il faut que tu leur présentes la monnaie américaine. Et donc, pour pouvoir commercer, ils doivent faire quoi? Ils doivent passer par les colons. C'est ça le plus gros problème. C'est ça, en fait, c'est ça aujourd'hui. Parce qu'au-delà d'avoir de l'influence sur les Africains, les Occidentaux, on est OK. Mais comment ils exercent leur influence? Par quels moyens? Eh ben, c'est par les finances. C'est par les finances. Et il y a une expression qui dit que la main qui te nourrit te commande. Mais là, la main te nourrit même pas. Mais elle te fait croire qu'elle te nourrit.
C'est fou. Elle te fait croire qu'elle te nourrit et heu et on va continuer la vidéo. On va voir comment du coup ces erreurs et ces systèmes-là, en fait, vont empêcher un Africain lambda de pouvoir justement, prendre les choses en main. Et quand je travaillais pour l'école, je travaillais pour une école publique. Aux États-Unis, les écoles sont organisées en districts. En une ville, vous pouvez avoir 2 ou 3 districts. Chaque district a la liberté de commander les manuels scolaires de n'importe quel fournisseur et éditeur, en fonction du programme et en fonction de leur budget. Il n'y a pas une seule maison d'édition qui a la monopolie en ce qui concerne la production et la vente des manuels scolaires. Ce qui fait que vous pouvez avoir des enfants de la même ville qui vont dans les écoles publiques, mais qui ont des manuels scolaires différents. Du moment où le contenu correspond au programme de cette année, ça peut venir et être produit par n'importe qui. C'est le libre marché. Mais chez nous, 2 maisons d'édition françaises ont la monopolie depuis 60 ans. Nos États sont incapables de dire cette année, nous ne commandons pas nos livres en France, nous allons les commander au Canada, ou en Australie, ou en Belgique, ou je ne sais pas, ou de dire donnez-nous l'argent, nous allons financer nous-mêmes en Afrique la production de ces manuels scolaires. Et c'est ça le truc, c'est que parce qu'ils ont pas l'argent, ils peuvent même pas prendre cette décision. C'est-à-dire que combien même en tant que chef d'État, combien même tu voudrais en fait changer, des le producteur de tes livres, voilà, du fournisseur, bah, c'est impossible puisque tu as pas les moyens, tu as jamais reçu l'argent. D'accord? Donc le prêteur va choisir à qui donner l'argent pour produire le travail que tu veux et c'est ça le problème. C'est ça qu'il faut comprendre, le système qui est très, très grave qui doit être la raison pour laquelle il faut abolir le franc CFA. Mais c'est pas juste enlever le nom franc CFA, c'est qu'il faut que la monnaie, heu, qui est utilisée, qu'elle soit commune ou pas à la sous-région, il faut que ça soit une monnaie qui est imprimée, qui est au choix en fait, par le choix de surtout il faut que ce soit une monnaie qui est gérée par la région, voilà, la sous-région ou le pays, peu importe. Parce que en fait, par les finances, il y a des systèmes derrière qui empêchent, les pays africains de se libérer et pareil, tout à l'heure, on va voir comment ça va impacter chaque Africain. Pourquoi? Parce que les mêmes institutions qui nous donnent les prêts sont dirigées par qui? Les Français, les Anglais, les Américains. Quand vous regardez le FMI, leur secrétaire général est toujours français, et quand vous regardez la Banque mondiale, c'est toujours un Américain. Et donc le FMI, la Banque mondiale nous donne un prêt que nous remboursons sur plusieurs années. Et donc il n'y a pas de compétition. Alors, l'Africain lambda, qui dans sa naïveté, tombera sous le piège de cette promotion du mercantilisme qui vise à positionner l'entrepreneuriat comme la solution à tous les problèmes en Afrique aujourd'hui, qui prendra 5 millions pour aller mettre sur place une maison d'édition et dira, moi en tant qu'Africain, je suis dérangé par la situation, je vais produire des manuels scolaires que nous allons consommer en Afrique, il ne pourra pas les vendre. Pourquoi? Parce que le manuel scolaire importé de la France est subventionné. Donc lui, son manuel scolaire coûtera 2 ou 3 fois plus cher que le manuel scolaire importé de la France, parce que l'État le subventionne. Et l'État lui dira qu'il n'est pas capable de subventionner lui, l'Africain, le Togolais, le Ivoirien, le Guinéen, le Malien qui produit un manuel scolaire, parce qu'il n'en a pas l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent qui a investi dans le financement de ces manuels scolaires vient directement du bailleur de fonds sous forme de prêts. Alors, la néocolonisation, c'est le financement de notre consommation dans les colonies à un prix inéquitable au travers de la dette. Et ça permet donc l'enrichissement faramineux des compagnies occidentales. Vous imaginez Hachette et Ratier, qui depuis 60 ans se font des milliards chaque année, sans aucun effort. Tout simplement parce que leur pays a colonisé nos nations. C'est ça le néocolonialisme. Et j'ai un montant pour vous. Selon l'UNESCO, l'importation des manuels scolaires en Afrique francophone seule de la France s'élève à 500 milliards de francs CFA sur 10 ans, soit 50 milliards de francs CFA par année. Donc chaque année, nous dépensons 50 milliards cadeaux pour acheter des livres en France. Juste des manuels scolaires. 50 milliards que 2 compagnies françaises se tapent depuis 60 ans. C'est ça la néocolonisation. Et voilà, et vous avez compris, donc je ne vais pas la couper parce que c'était important, comme enfin tout ce qu'elle a dit de toute façon dans toute cette vidéo et merci, pour cette vidéo. Je vous rappelle la chaîne, je vais mettre le lien dans la description, donc Farida Naboreba. Hem, Ce qu'elle vient de dire là, c'est que donc, par exemple, un exemple, donc au début de la vidéo, j'ai évoqué Philippe Simon, donc de la chaîne Investir au pays. Par exemple, imaginons un Philippe Simon qui se dit: «Bah, voilà, je vais me mettre une usine», parce que là, on a vu, il avait créé pas mal d'usines, donc en Afrique, donc, pour le maïs et tout ça, voilà. Si vous allez voir la chaîne pareil, peut-être que je vais la mettre dans la description. Allez voir la chaîne, donc, Investir au pays si vous connaissez pas. Donc lui qui se dit: «Bah, tiens, bah, je vais mettre en place une usine pour imprimer le papier. Je vais mettre en place une maison d'édition». Philippe Simon en est capable, il a les moyens, il a les capacités intellectuelles pour mettre en place ce genre d'usine. Il peut le faire. Problème, c'est qu'il a évoqué, là, en fait, je paraphrase ce qu'elle a dit, c'est que
Et ben, il va imprimer son livre. Philippe Simon va imprimer son livre. Ce livre, il va vouloir le vendre à un certain prix. Sauf que ce livre-là va coûter plus cher que le livre qui est ramené en France, qui est imprimé en France. Et la raison, c'est parce que la différence de ce prix est prise en charge par l'État. Mais vous comprenez? C'est-à-dire que non seulement ils ont pris l'aide pour aller faire imprimer les livres en France, ces prix-là, ces li et ensuite la différence, si les livres sont trop chers par rapport à un utilisateur lambda, un étudiant africain, et ben l'État va payer la différence, va conventionner ça. Mais l'État va pas conventionner les livres de Philippe Simon. Pourquoi? Parce que l'État une partie, c'est ça il conventionne tout ça sous forme de quoi? Grâce au crédit, pareil, toujours. Donc en fait, ils s'endettent. En fait, c'est le problème avec les dettes, c'est que on dépense l'argent qu'on n'a pas. D'accord? C'est-à-dire que l'État doit s'endetter pour subventionner ces livres-là. Mais Simon, lui, s'il voulait avoir en fait, de la subvention, il faudrait que l'État lui verse directement l'argent. Mais l'État n'a pas cet argent, n'a pas dans son budget en tout cas. Donc qu'est-ce qu'il fait l'État? Il n'a pas, il a pas besoin de payer ces subventions-là. Il faut juste qu'il s'endette de plus en plus, et qu'il paye les Africains. Donc Simon, il est là avec son livre qui coûte trop cher visiblement. En fait, il coûte pas plus cher, il coûte même moins cher, mais il n'est pas subventionné. Sauf que le livre qui vient de France, lui, il est subventionné. Et donc Philippe Simon fait faillite. En fait, c'est pas rentable pour lui, même s'il fait pas, voilà, il peut décider de fermer parce qu'il n'est pas rentable. Et ça, c'est un exemple. Et c'est ça un exemple du système qui est en place et qu'il faut comprendre que oui, les Africains doivent prendre les choses en main, mais il y a quand même des systèmes qu'il faut qu'on prenne connaissance et qu'on aille et qu'on demande à ce que ces systèmes soient arrêtés. Et donc un des moyens, je pense là comme ça, j'ai pas de solution, mais je pense que le franc CFA quand il sera arrêté déjà ça va débloquer pas mal de problèmes. Mais il y a pas mal de choses quand même qui il y a tous ces systèmes qui sont en place et je pense qu'il faut qu'on le quand on dit: «Les Africains, il faut qu'ils se bougent», il faut qu'on se rappelle de ça, il faut qu'on sache que ça, c'est en place, ça, c'est réel et il faut le prendre en compte et il faut qu'on comprenne et je pense que ça explique aussi derrière, en fait, pourquoi nos chefs d'État souvent parfois, on peut avoir l'impression qu'ils vont faire font avancer les choses et une fois qu'ils sont en place, ils sont sur la présidence et ben, ils font pas les choses et on se demande pourquoi. Mais en fait, je pense qu'ils quand ils arrivent, ils sont bloqués par plein de systèmes déjà en place et qui font qu'on peut pas, en fait, faire ce qu'on voulait faire. Donc les amis, je vous invite quand même à aller revoir cette vidéo en intégralité parce que je l'ai coupée. Je me suis rendu compte à la fin que je suis en train de trop la découper, que vous avez peut-être pas compris tout son message. Donc je vais la mettre en description et je vous invite à aller la re-regarder et à méditer là-dessus. Mais voilà, moi je reste quand même, voilà, je suis toujours d'accord qu'il faut qu'on fasse les choses, mais il faut quand même être conscient de ces problématiques-là et de trouver un moyen de les contourner, si possible de l'enlever, sinon de les contourner pour pouvoir avancer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous attends dans les commentaires, partagez votre avis dessus et allez vous abonner à ces différentes chaînes parce qu'ils produisent des contenus très intéressants et qui nous font avancer en fait tous ces contenus-là.